Cette dernière séquence, c'est traditionnellement celle où on donne la parole aux partenaires du réseau. C'est l'occasion en particulier de faire le point sur la question encore prégnante en ces temps difficiles pour les acteurs de l'immobilier et de l'habitat sur le financement du couple OFS-BRS. Et on va commencer tout de suite avec vous, Cathy Dos Santos. Vous êtes responsable développement, direction, financement, bailleurs et collectivités chez Action Logement. Un appel à manifestation d'intérêt avait été lancé pour 2021-2022 avec une enveloppe de 200 millions d'euros qui servait à financer les organismes fonciers solidaires. Quel bilan est-ce qu'on peut en faire? Oui, donc... Est-ce que c'est bon? Donc effectivement, lors du PIV, donc du plan d'investissement volontaire, Action Logement avait voulu accompagner donc, les organismes de foncier solidaires. Nous avions lancé un AMI donc, de 200 millions d'euros qui avait deux volets, donc, qui étaient l'accompagnement de la charge foncière, mais également l'accompagnement de l'aide au démarrage des OFS par fonds propres aux subventions. Donc plus de 98% de l'enveloppe est sélectionnée sur le volet achat de charges foncières. On en tire un bilan de plus de 122 millions d'euros avec une projection de plus de 8000 logements donc, à venir jusqu'à 2026. Plus de 37 organismes de foncier solidaires accompagnés lors du PIV, hein, de cette AMI-là, avec un taux, donc, je le rappelle, qui était très attractif pour faire notre effet de levier, donc qui était de 0,5% sur 40 ans. Désolée pour les chiffres en fin de séance, mais c'est quand même important de le souligner. Et 10 ans de différé et de franchise totale d'intérêt pendant ces 10 premières années, qui fait vraiment notre effet coup de levier pour ces opérations en BRS. La bonne nouvelle, c'est que normalement, les enveloppes du PIV se terminaient donc, au 31/12/2022, mais nous avons réussi à engager l'enveloppe des OFS dans notre convention quinquennale, donc une enveloppe qui est pérenne pour les 5 ans à venir, donc pour le moment 40 millions d'euros par an. Et cette année, donc, les 40 millions d'euros ont déjà été engagés depuis octobre, donc l'enveloppe est partie très vite vu la montée aujourd'hui du BRS. On travaille beaucoup en local. Tout à l'heure, j'entendais le témoignage de notre OFS partenaire en Haute-Savoie, avec qui on accompagne très bien. On a fait une manifestation il n'y a pas très longtemps à Annecy. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie volonté des entreprises d'avoir des solutions pour leurs salariés. Vous allez me dire, qu'est-ce que Action Logement demande en contrepartie? Donc, on n'a pas de contrepartie proprement locative, mais pour nous, c'est important et c'est vraiment notre cœur, c'est de loger nos salariés d'entreprise. Donc, certains logements ont déjà été livrés et le premier bilan est très bon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à garder cette enveloppe de façon pérenne. C'est qu'aujourd'hui, presque 80% des livraisons se font à destination des salariés d'entreprise. Donc, en local, avec les directions régionales qui diffusent l'offre au sein des entreprises partenaires, et vous, OFS et opérateurs, qui nous aident à la diffusion de ces offres. Merci. Est-ce que sur l'enveloppe de 40 millions cette année, qui était ouverte cette année, est-ce que c'était à destination d'OFS qui n'avaient pas bénéficié de la première vague, ou est-ce qu'on pouvait tout à fait cumuler les deux séquences? Alors, on pouvait tout à fait cumuler. Les conditions financières ont un peu évolué parce que 0,5%, effectivement, c'est un taux très bas, donc on est plutôt parti sur du 1,5. Mais effectivement, aujourd'hui, tous les partenaires qui ont tapé à la porte d'Action Logement ont été accompagnés. Ça, il faut le dire, on n'a refusé aucun opérateur. On a plutôt refusé certaines opérations parce que pour nous, notre critère priorité numéro 1 est bien le lien emploi-logement. Donc sur certains territoires, on ne parle pas de zonage, mais vraiment d'intérêt emploi-logement, donc on le voyait un peu moins, mais c'est vraiment très marginal, hein, on a presque accepté tout. Et cette année, c'était une nouvelle condition, mais ça c'est aussi dans le... Action Logement, c'est accompagner les opérations dites vertes, donc avec des RE avance de phase 2020 ou avec des labels. On avait un objectif de 35% de l'enveloppe de ces critères verts et on finit à plus de 70% d'opérations dites vertes. Merci. Ça, c'est donc pour ce qui s'est passé. L'enveloppe de 40 millions, vous le disiez, elle est déjà engagée, donc plus besoin de... Enfin, il n'y a plus de crédit possible à venir de vous demander. Qu'est-ce qu'il en est pour les années qui viennent, puisque la convention quinquennale a été fixée? Qu'est-ce qu'elle prévoit pour financer les OFS? Alors, les OFS sont mélangés avec le droit commun, donc qui est une ligne globale. On repart sur 40 millions l'année prochaine. Et on espère un peu plus, vu les chiffres qu'on nous a vus tout à l'heure avec l'explosion des BRS. Mais bon, Action Logement aussi finance le locatif social, c'est son cœur de métier aussi. Donc
la place pour l'accession, et on est très content que ça se poursuit, avec vraisemblablement, je pense, une évolution des taux. Également, le 1,5, je ne pense pas qu'on pourra le tenir sur l'année prochaine, mais on aura les informations très rapidement d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Je précise que vous avez une petite brochure en main, vous ne l'avez pas montrée. C'est le bilan de votre activité. Je fais de la pub également, donc j'en ai posé juste à l'entrée, donc si vous en voulez, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Pierre Laurent, autre financeur évidemment du secteur logement social et OFS, vous êtes directeur du développement des prêts à la Banque des Territoires. Lors des premières journées que j'ai animées, je me souviens d'échanges un petit peu doux amers sur le côté la Banque des Territoires, elle a du mal à comprendre ce nouveau dispositif. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il en est du financement du secteur par la Banque des Territoires aujourd'hui ? Alors oui, vous le rappeliez, donc la Banque des Territoires accompagne le dispositif OFS-BRS depuis le début. Et au début, c'était une petite aventure quand même, parce qu'on a appris ensemble. Et c'est vrai qu'au départ, on a calé ensemble les critères, les modalités d'intervention, les besoins en fonds propres, et l'ensemble des diligences, de telle sorte que voilà, le secteur puisse aujourd'hui se développer, et son développement que l'on constate. Et on peut quand même se féliciter collectivement du fait que finalement ces règles étaient utiles, et elles ont évolué, et elles évolueront probablement dans le futur. Alors oui, on a accompagné le début de l'aventure, mais on va aussi accompagner la suite. Donc on est toujours très présent et très attentif pour soutenir le modèle OFS-BRS. Donc aujourd'hui, c'est plus de 154 projets qui ont été accompagnés par la Banque des Territoires. Alors on a vu tous les chiffres ce matin. Le montant est encore un petit peu modeste, mais on sait qu'il y a énormément d'opérations qui sont en gestation, en préparation, et ça nous réserve plutôt des bonnes tendances pour la suite. Ce que je voudrais rajouter aussi, et vous en avez bien conscience, c'est que toutes les opérations ne s'alimentent pas en dette, puisque certaines bénéficient de modèles très concessifs de la part de leur collectivité. Mais quand même, pour l'essentiel, elles mobilisent de la dette long terme. Donc ça reste un modèle assez fragile, quand on connaît aujourd'hui l'évolution des taux d'intérêt et l'accès au marché. La Banque des Territoires, vous le savez, apporte un financement à très long terme. Et évidemment, c'est un point absolument essentiel de viabilité du modèle, puisque c'est cette durée qui permet d'étaler sur plusieurs générations d'accédants la charge foncière, et donc qui apporte finalement toute sa valeur ajoutée au modèle. Mais il y a aussi du côté accédant l'accès au marché. Donc là, je me tourne vers mes collègues. Il est vraiment très important que les banques commerciales soient bien attentives et bien vigilantes à maintenir leur offre de financement auprès des ménages, y compris les ménages plus modestes, de façon à ce que le modèle puisse tourner et que les opérations puissent effectivement sortir. Merci. En préparant, vous me disiez que il y avait un développement. La question a été parlée... pardon, je me suis embrouillée, c'est la fin de journée pour moi aussi. La question du zonage a été abordée à plusieurs reprises aujourd'hui. Évidemment, en zone tendue, le BRS, vous l'accompagnez. Il y avait une petite question quand même sur les zones B2 et C. Ça vous laisse quand même un petit peu dubitatif, peut-être. En tout cas, vous êtes vigilant. Oui, alors j'ai assisté à la séquence précédente sur le zonage, donc je n'ai pas regretté d'y être allé du tout, puisqu'il a été beaucoup question du retour d'expérience des prêts Banque des Territoires pour financer des opérations en zone B2 et C, avec plus ou moins de bonheur. Donc là aussi, sans développer et refaire le débat que l'on a eu tout à l'heure, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a accordé un certain nombre de dérogations. Environ 10% des opérations aujourd'hui que l'on finance se trouvent en zone B2, alors, très rarement en zone C, mais en zone B2 on les regarde. Alors on les regarde pourquoi? On les regarde parce que vous savez que le zonage est très imparfait, il va être d'ailleurs modifié, ce qui va probablement permettre de détendre un petit peu en tout cas ce critère. Mais plus fondamentalement, ce que l'on va regarder et ce que vous regardez aussi, c'est est-ce qu'il existe un marché durable de BRS sur la zone sur laquelle vous opérez, et en tant qu'opérateur, j'imagine que c'est votre premier questionnement, et que ce questionnement, vous devez le présenter à vos instances de gouvernance, et c'est bien ce questionnement qu'on vous demande aussi d'avoir pour engager ce prêt sur des durées aussi longues, puisqu'évidemment, sur 80 ans, il faut quand même qu'on s'assure qu'il y a un marché de l'accession, qu'il y a un marché du BRS durable, avant de partir dans le financement. Donc on a accordé des dérogations, donc ça reste possible.
c'est quelquefois un peu plus lourd, mais là encore, ce sont des éléments qui vous sont vraiment utiles, je dirais, je pense, en interne. Un point dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est ancien, donc requalification dans l'ancien. Il y a la question on va dire des zones tendues qui sont zones B2 et C, les zones de montagne, les zones touristiques, les zones littorales. Bon, voilà, vous connaissez ça très bien. Il y a aussi des opérations qu'on pourrait accompagner, qui sont beaucoup plus modestes aujourd'hui, des opérations en cœur de ville, des opérations qui sont extrêmement coûteuses à redynamiser et pour lesquelles, voilà, qui sont probablement en zone B2 et C et pour lesquelles on pourrait aussi apporter des financements. Merci. Autre précision que vous souhaitiez apporter à cette occasion, c'est sur la question des VFA, du financement des BRS en VFA. Oui, alors c'est un petit message. Hein. Vous savez que les opérations en VFA ont soulevé de nombreux débats qui ne sont d'ailleurs pas totalement terminés entre les pouvoirs publics, les fédérations, HLM. Donc, du côté Banque des Territoires, la décision a été prise de pouvoir accompagner les opérations en VFA. Donc, si vous avez des opérations sur ce montage, vous pouvez solliciter vos directions régionales et nous pourrons les instruire. Merci beaucoup. Tiane Vaux-Weisberg, vous êtes chargée de projet Crédit Habitat à la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Pierre-Laurent faisait un appel il y a quelques instants aux banques commerciales pour venir en soutien des acquéreurs. Comment le financement BRS est-il perçu au sein du réseau des caisses régionales Crédit Mutuel et comment vous arrivez à vous mobiliser concrètement? Combien d'opérations? Quel volume de logements? Alors, je rappelle déjà qu'au niveau du groupe Crédit Mutuel, on s'est mobilisé très tôt par rapport au BRS, puisque depuis déjà 2019, on a perçu l'intérêt du dispositif pour l'accession à la propriété des plus modestes. On a toujours eu quelqu'un de la Confédération nationale du Crédit Mutuel qui a assisté aux journées des OFS. D'ailleurs, pour tous ceux d'entre vous qui s'attendaient à voir Guy Leray à ma place, vous avez dû vous dire, tiens, il a changé Guy Leray cette année par rapport à l'année dernière. Il s'excuse de son absence, il est au Salon des maires. Donc cet aparté fini. Le BRS, effectivement, à ses débuts, mais comme tout nouveau dispositif, il y a forcément eu des couacs, hein, très clairement. Il a fallu mettre en place tous les aspects techniques, il a fallu aussi former nos équipes terrain. Donc ça a été, je ne vous cache pas que ça a été compliqué, mais c'est normal. Maintenant, le dispositif est plus fluide dans sa mise en place. Ça reste pour nous un prêt immobilier classique, c'est juste qu'il est topé BRS, donc on ne demande pas les mêmes justificatifs, donc c'est vraiment une formation des équipes terrain qu'il a fallu faire. Maintenant, on est beaucoup plus habitué. D'ailleurs, vous me demandiez en termes de production, au niveau national, on est grosso modo, depuis le début de la distribution pour nous, à peu près 900 dossiers financés. Qui représente environ un peu plus de 100 millions d'euros. Donc certains d'entre vous pourraient penser que c'est peut-être pas assez par rapport au nombre effectivement des opérations BRS qui ont été montrées. On essaye de s'investir de plus en plus dans ce dispositif parce que effectivement, comme dans la situation actuelle de crise du logement, du crédit à l'habitat, c'est pas évident pour tout le monde. Nous, en tant que banque mutualiste, on n'a pas fermé les robinets du crédit à l'habitat quand les taux ont augmenté à la suite de l'inflation et de la politique de taux de la BCE. On a gardé notre politique de soutien, que ce soit aux ménages modestes, mais à tous nos sociétaires et à tous nos clients dans leur ensemble. Effectivement, on a connu une baisse de notre production, hein, mais comme le marché dans sa globalité, il n'y a pas plus de refus de prêts pour les dossiers BRS que pour les dossiers dits plus classiques de prêts immobiliers. On reste engagé le plus possible. D'ailleurs, au niveau des OFS, nous faisons partie du conseil d'administration de l'OFS de Loire-Atlantique, représenté par Vincent Biraud, que vous connaissez bien. Nous sommes aussi présents via Crédit Mutuel Arkea dans Armorique Habitat, donc, qui est un bailleur social qui a aussi créé l'OFS du Grand Ouest. Donc c'est une implication forte du groupe par rapport à ça. Et pour le financement des OFS en lui-même, alors effectivement, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts sont les financeurs principaux. C'est clairement pas les caisses locales de Crédit Mutuel ou les agences CIC au niveau local également qui vont financer les OFS, hein, mais nous avons des entités dédiées.
tels que Arkea, banques, entreprises institutionnelles qui nouent des partenariats avec des OFS pour les financer aussi. Ce sont surtout des lignes de financement pour faciliter le lancement des projets dans l'attente des déblocages des lignes de prêt de la CDC par exemple. Mais on essaye le plus possible de soutenir l'accession à la propriété des plus modestes, comme on a historiquement soutenu le logement social avec les PLI, les PLS et notre soutien auprès des bailleurs sociaux. Merci beaucoup. Jérôme Coulot, autre représentant de ces banques de commerce dont parlait Pierre-Laurent, vous êtes directeur solutions immobilières à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Renaud Père, dans une interview publiée ce matin dans un média que je connais bien, expliquait que sur la région, le financement des BRS OFS se passe bien, en citant notamment votre réseau. De fait, vous me disiez vous aussi que sur le territoire, vous étiez plutôt très présent pour financer ces nouveaux organismes. Alors bonsoir à tous et à toutes. Je voulais juste faire un petit retour historique. Les caisses d'épargne ont été créées en 1818 par Benjamin de Lesseps et avec la mise en place du livret A. Et le livret A avait pour objectif, dans un premier temps, de collecter pour résoudre l'insalubrité. Donc les caisses d'épargne, dès le départ, ont été très présentes auprès du logement social. Elles ont fait partie des premiers acteurs qui ont créé les HBM, les habitats à bon marché. Et aujourd'hui, les caisses d'épargne sont encore présentes dans 4 conseils d'administration sur 5 de bailleurs sociaux. Donc accompagner les OFS a été extrêmement naturel pour nous dans la lancée de ce que nous avions fait jusqu'à présent. Donc sur les OFS, on est notamment présent, nous, Caisse d'épargne Rhône-Alpes, on intervient sur 5 départements de ce territoire. On est présent dans 2 conseils d'administration d'OFS. Sur le financement, on les accompagne comme nos confrères du Crédit Mutuel sur la partie préfinancement en attendant les financements de la Banque des Territoires. Mais on est également présent à leur côté pour la gestion quotidienne de leur flux, de leur trésorerie. Et puis on a notamment mis une équipe dédiée au logement social et aux OFS, des spécialistes qui ne traitent que ces opérations sur notre territoire et qui peuvent répondre aux OFS en direct. C'est la fameuse cellule dont vous me parliez pour fluidifier les démarches ? Tout à fait. Et puis sur la partie particulier, donc la CERA est engagée depuis 2019, le lancement des BRS. Donc aujourd'hui, sur nos 5 départements, nous venons de dépasser les 200 logements financés, les 200 particuliers accompagnés. Donc jusqu'à maintenant, nous avions 3 canaux possibles, c'est-à-dire que le particulier pouvait s'adresser à un courtier s'il le souhaitait. Il pouvait s'adresser directement à notre plateforme Caisse d'épargne, et puis il pouvait se rendre naturellement dans une de nos agences, 280 points de vente sur notre territoire. Nous avons également mis en place un référent notaire pour que tout ce qui est garantie, tout ce qui est délégation de créances se passe le mieux possible pour le particulier. Et enfin, pour ce qui concerne les perspectives 2024, afin d'encore améliorer et de fluidifier ce parcours pour le particulier, nous avons souhaité centraliser toutes les démarches au sein d'une équipe qui va pouvoir s'adresser directement à vous, les OFS de notre territoire, pour pouvoir adresser le particulier avec des collaborateurs spécialisés et qui pourront répondre à toutes les questions et mieux accompagner le particulier dans ses montages un petit peu différents d'un crédit classique. Merci beaucoup. Vous venez de citer les notaires en disant que vous aviez un référent notaire. Donc je me tourne vers vous, Sandrine Jacquemin-Van Gorp. Vous êtes notaire de la Chambre interdépartementale des notaires du Rhône, de l'Ain et de la Loire. Les notaires sont évidemment des partenaires dans tout acte de vente, et donc y compris dans les BRS. On aurait pu penser que vous étiez habitué, quand je dis vous, c'est la profession était habituée au dispositif de démembrement et que le BRS n'en était qu'un de plus, que ça ne poserait pas de problème. Et pourtant, ça a été, vous aussi, de votre côté, un dispositif qu'il a fallu appréhender et qui a nécessité de former les notaires sur le territoire. Oui, tout à fait. Parce qu'à Lyon, on est d'autant plus habitué à ces montages spécifiques qu'on a les fameux baux HCL. Donc quand on en parle à des confrères qui sont en dehors de la métropole de Lyon, ils sont un petit peu étonnés. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude des sujets un peu complexes de démembrement. On connaît les démembrements l'usufruitier, nu propriétaire, les démembrements classiques, les baux à construction, les baux amphithéotiques.
et donc nos baux HCL. D'ailleurs, j'en profite puisque vous parlez des baux HCL, mais il n'y a pas que des Lyonnais dans la salle, donc peut-être rappeler ce que ce sont. Voilà, non, mais c'est qu'effectivement, il y a une histoire, une tradition à Lyon. Les HCL, donc les hospices civils de Lyon, sont propriétaires de fonciers très bien placés et n'ont pas vendu leur foncier, mais ont démembré. Donc c'est l'histoire. Et donc on a des terrains et des immeubles sur Lyon dont les copropriétaires sont propriétaires de leur appartement en copropriété. Et la copropriété, dans les charges de copropriété, paye un loyer aux HCL. Donc vous voyez un petit peu déjà une invention qui était avant l'invention qui a été produite dans le cadre du bail réel solidaire. Donc effectivement, les notaires sont un petit peu connaisseurs de ces systèmes un peu spécifiques de démembrement de la propriété. Néanmoins, quand le bail réel solidaire est arrivé sur le marché, il a fallu former les notaires, bien entendu, c'est important quand même, qu'on puisse anticiper les questions de nos clients et puis les accompagner. Donc les premières questions sont venues au départ, pas forcément des OFS, on les a eues après, mais plutôt des promoteurs, qui dans le cadre de concours notamment, on leur demandait de répondre avec des baux réels solidaires. Et alors là, pour le coup, c'était au secours, qu'est-ce que c'est? Elles nous appelaient forcément pour avoir des informations et savoir de quoi on parlait. Donc on a eu toute cette phase de formation des promoteurs qu'on a accompagnés. C'est le rôle, bien entendu, des notaires. C'est le rôle aussi d'accompagner nos clients. Alors bien sûr, on a les particuliers qui viennent dans les études et qui se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que le bail réel solidaire, mais également toute la chaîne de production, en fait. Parce que j'entendais tout à l'heure des questions sur les assemblées générales de copropriété, etc. Nous, on forme déjà les gestionnaires, les agences immobilières, la suite en fait, parce que effectivement les immeubles qui sont construits vont être livrés, mais les syndics se disent déjà comment j'appréhende le bail réel solidaire. Les outils technologiques qu'ils ont pour la comptabilité ne sont pas adaptés actuellement à traiter le bail réel solidaire, donc ils se posent des questions et puis la notification syndic, la notification pour la convocation de l'Assemblée générale. J'invite qui? Est-ce que j'invite effectivement l'OFS? Comment ça se passe? Alors, rassurez-vous, c'est déjà un peu prévu dans la loi, donc on n'est pas trop en l'air. Mais néanmoins, tout le monde apprend un petit peu en marchant. Et donc forcément, ces questions se posent et se règlent au fur et à mesure. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, on accompagne les notaires dans ce nouvel outil aussi pour lui donner un petit peu une envergure et une connaissance générale. C'est un peu le thème de ces journées, d'aller, j'ai cru comprendre, porter la bonne parole un petit peu de partout. Sachez, et je vois dans la salle quelqu'un qui est intervenu au congrès des notaires de cette année sur le thème du logement. Et dans les réflexions du Congrès des notaires des logements, il y a une production, je crois que Maître Lièvre a dû parler ce matin, sur le bail réel solidaire et sur les propositions que font les notaires de France aussi pour continuer d'améliorer ce processus. Et parce qu'il y a encore quand même des petites zones de flou, des petites distorsions juridiques qui, en tant que notaire, nous disent on peut peut-être encore améliorer ce nouveau produit, en fait. Merci beaucoup. Cette séquence est aussi l'occasion pour vous de témoigner, de faire état de vos questions, de vos difficultés, de vos réussites aussi avec les partenaires, donc n'hésitez pas. Il y a des micros qui peuvent circuler dans la salle, s'il y a des mains qui se lèvent. Il y avait une question tout à l'heure pour vous, Pierre-Laurent. Je ne sais pas si vous étiez présent dans la salle, donc je ne sais pas si le monsieur... Il y avait une question, je le dis. Il y a une... Ah ben voilà. Je me présente, Frédéric Raynaud, je suis opérateur, directeur général des habitations populaires. C'est une coopérative HLM qui travaille en Ile-de-France et essentiellement Seine-Saint-Denis. C'est sur le financement. J'ai vu que c'est super parce que toutes les banques, tous les réseaux bancaires financent les OFS. La question que je me pose, c'est pourquoi ces mêmes réseaux bancaires ne financent pas les acquéreurs? Est-ce qu'il y a une autre question? Après, on fera un tour de réponse. Alors peut-être que je vais vous laisser répondre. Effectivement, pourquoi les banques ne financent pas les acquéreurs? C'est vrai qu'on entend beaucoup en ce moment des gens qui ont des refus de prêt, qui n'arrivent pas à accéder à la propriété parce que les financements ne passent pas. Alors, sous contrôle de mon collègue de la Caisse d'épargne, on finance les acquéreurs. C'est juste que dans cette situation actuelle, c'est certainement plus compliqué avec la hausse des taux, mais il faut rappeler que nous, en tant que banque, notre métier premier, c'est de financer l'économie. Donc,
financer l'économie, ça passe aussi par financer les acquéreurs, donc les ménages, sauf qu'il faut bien se rappeler aussi que nous avons ce qui s'appelle une politique de prêt responsable. Donc notre but, ce n'est pas non plus de rajouter de l'endettement à des ménages, à des personnes qui sont peut-être déjà dans des situations où un endettement supplémentaire n'est pas viable, n'est pas tenable. En plus de ça, nous avons aussi de nouvelles normes que nous devons respecter, qui sont contraintes par le HCSF. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, même si parfois on aimerait déroger à ces normes, mais on n'a pas la main dessus. Hein. Ce n'est pas faute d'essayer pourtant de convaincre le gouverneur, mais pour l'instant, pour certaines choses, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, hein, on ne peut pas financer n'importe comment les choses. Mais dire encore une fois que les banques ne financent pas, ce n'est pas vrai. Dans la mesure du possible, nous finançons, nous essayons de financer, parce que, encore une fois, c'est notre métier premier. Jérôme Coulot. Juste pour compléter les propos hein, que je partage, effectivement, le BRS est particulier par rapport à un prêt classique. Donc ça nécessite une certaine formation des équipes. C'est pour ça qu'on a décidé, nous, de recentraliser ces opérations parce qu'il faut tenir compte du loyer. Donc c'est vrai que tous les réseaux bancaires ne sont peut-être pas encore formés sur cette partie BRS. Et ensuite, je rejoins, hein, notre objectif, c'est d'accompagner un maximum de clients, mais en sécurisant. Les sécuriser, c'est vous sécuriser. Si ces clients-là se retrouvent en surendettement ou dans une difficulté dans les mois ou les années à venir, personne ne sera gagnant sur l'opération. Donc, on joue avec les critères du HCSF, nos poches de flexibilité pour accompagner un maximum de clients. Les ménages qui peuvent mettre un peu d'apport sécurisent encore un peu plus leur acquisition pour qu'au final, tout ce parcours social soit le plus efficient possible pour l'ensemble, un maximum de ménages. Merci. Une autre question, Christian Chevet. Est-ce qu'il y a une autre personne aussi qui, comme ça on prend une salve de questions si vous en avez? Bruno Père. Christian Chevet, président de la COP foncière et vice-président du réseau. Donc je vais continuer de taquiner un petit peu les banques, permettez-moi. Nous, on travaille avec la Caisse d'épargne. En Ile-de-France, on n'a jamais pu travailler avec le Crédit Mutuel. Autant vous travaillez bien en Bretagne, mais vous ne travaillez pas en Ile-de-France. Alors là, c'est mystérieux pour nous, mais bon. Enfin, on travaille avec vous, avec Arkea, pour financer l'OFS, mais on ne peut pas financer les acquéreurs avec le Crédit Mutuel. Donc, il serait peut-être temps aujourd'hui quand même que les réseaux bancaires donnent un peu de fluidité à tout ça, hein, pour accompagner aussi le développement des BRS. Par contre, avec la Caisse d'épargne, on travaille historiquement depuis le début, on a une convention avec eux. Et je veux dire, là, dans vos propos, il faut faire attention parce qu'on est pour beaucoup des opérateurs HLM, issus de COP HLM et autres, et on est très sensible, très soucieux hein, de ne pas envoyer nos acquéreurs dans le mur, et on fait vraiment très attention, on solvabilise, on sécurise. Hein. C'est-à-dire que même avec la Caisse d'épargne qui nous finance et qu'on remercie, hein, on garantit le capital restant dû. Donc il faut m'expliquer où se trouve le risque hein, pour le banquier. Et je pense qu'on a besoin quand même aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de fluidité dans la distribution des prêts aux particuliers. Merci. Renaud Père. Et il y avait monsieur, je crois, qui vous aviez levé la main. Non, je vais aller dans le même sens. Alors je vais encore remuer le couteau dans la plaie, mais pas celui, enfin dans plusieurs plaies. La première, c'est de se rappeler de ce jour merveilleux de restitution du CNR logement, où la Première ministre a dit il faut que le BRS profite au plus grand nombre. Alors on s'est dit, oulala, dans un premier temps, c'est le plafond qui va être revu. Bon, on y reviendra demain. L'incertitude de la DHUP ce matin, quand même, me fait dire qu'on ne s'est pas fait vraiment entendre quand on est allé voir le ministre Klein dans ses derniers jours de ministre. Mais donc ça, il faut y revenir. Mais étendre au plus grand nombre de Français, c'est effectivement que tout le monde puisse profiter, quelle que soit sa position dans le territoire, de prêts bancaires. Et effectivement, enfin, quand même, alors je ne reviens pas sur le reste des acquéreurs, mais les acquéreurs BRS, il y a toute une série de garanties. Alors,
c'est pas à vous qu'on va le dire, parce que vous avez eu la gentillesse de dire que dans une interview, dans un excellent média, j'ai dit que sur notre territoire, il y avait au moins 2 banques qui nous accompagnaient. Mais le vrai problème, c'est pourquoi la même banque ou le même groupe bancaire n'a pas la même politique sur d'autres parties du territoire. C'est une vraie question. Et pourquoi d'autres banques n'y vont pas? Parce que quand même, c'est aussi ça qu'il faudrait assurer. Alors, c'est un peu notre rôle, probablement, à nous, Réseau Foncier Solidaire France, que d'ouvrir ce dialogue. On pense quand même qu'on devrait être aussi accompagné par le ministre, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut mettre les banques autour de la table pour dire c'est pas possible qu'en Bretagne, en Île-de-France, dans la métropole de Lyon, en PACA, ce ne soient pas les mêmes politiques des banques. Donc ça, il faut vraiment poser la question parce que c'est évidemment essentiel. Et encore une fois, hein, on peut être surpris. Nous, on est très heureux qu'il y ait 2 banques qui soient les partenaires quasiment depuis le début de l'aventure. Et donc, c'est un immense merci, d'ailleurs, puisque c'est presque impoli ce qu'on est en train de faire. On accueille nos partenaires et on vient les chercher. Mais on est très heureux d'avoir ces banques. Mais simplement, on regrette quand même qu'il n'y en ait que 2 sur une présence de groupes bancaires beaucoup plus importante sur notre territoire. Merci. Une autre intervention? Tienne Weisberg, pour peut-être compléter ce qui a été dit, quand on a préparé cette séquence, vous me disiez que, en m'expliquant que le BRS, effectivement, vous nous l'avez dit, est comme un achat immobilier classique, vous me disiez justement que le fait que l'OFS fasse peut-être une première présélection, ça vous sécurisait parce que vous vous étiez assuré qu'un organisme ait déjà fait un peu cette préétude de solvabilité. Alors, oui, tout à fait. C'est un premier contrôle, hein, on va dire, qui ne se substitue pas à celui qu'on fait nous en termes d'études de solvabilité, puisque c'est sur ça qu'on se base pour octroyer un prêt. Je mets à part le cas du prêt avance rénovation, mais c'est d'abord la capacité de remboursement du ménage qu'on étudie. Ensuite, pour répondre aux remarques sur le fait qu'effectivement, il y a des régions où on accompagne plus les acquérants en BRS que sur d'autres, vous touchez un point névralgique en fait de notre fonctionnement. Nous sommes une banque régionale décentralisée et chaque fédération régionale applique la politique aussi qu'elle souhaite. Alors effectivement, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine aussi, il y a une forte volonté d'accompagner. Elle est certes moindre en Île-de-France. C'est aussi le rôle au niveau de la Confédération nationale du Crédit Mutuel que je représente et qui est l'organe central du groupe, d'essayer de montrer l'intérêt d'accompagner de plus en plus les ménages pour le BRS. Alors, comme tout organe central, hein, on n'arrive pas forcément à imposer nos avis, nos opinions à nos caisses régionales, mais on y travaille. Et c'est pour ça que nous sommes là cette année, nous étions là les années précédentes et nous continuerons à être là les années prochaines. Merci. Jérôme Collot, vous souhaitez ajouter un mot? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est présent dans le monde du logement social, donc on connaît les dossiers de l'intérieur. À titre personnel, j'ai été président d'une ESH également, donc je connais bien le montage de ces dossiers et je peux vous dire qu'on met tout en œuvre pour accompagner un maximum de vos clients qui deviennent nos clients pour qu'on ait un parcours social qui soit le plus riche possible sur nos territoires, hein. L'objectif, c'est le développement de nos territoires. On le voit aujourd'hui dans un marché immobilier qui se contraint. Le BRS devient une des solutions pour permettre l'accession à la propriété et notamment de garder nos jeunes dans les métropoles. On est aussi un employeur, donc on a aussi besoin de loger nos salariés. On en a quelques-uns, nous, en Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui se sont logés à quelques mètres de leur bureau grâce au BRS. Donc je peux vous dire qu'on a une attention toute particulière sur ce dispositif et on sera là pour vous accompagner sur notre territoire. Merci beaucoup. Monsieur. Oui, bonjour, Patrick Sibéras, donc foncier coopératif Malouin. Je remercie Action Logement de nous soutenir aussi. Non, moi je voudrais juste insister sur un point, parce qu'effectivement, il y a parfois des petites difficultés à financer nos acquéreurs, mais globalement, on a tous besoin de bosser tous ensemble. Et on a besoin de vous, comme vous avez besoin de nous pour tourner, quoi. Parce qu'en fait, c'est quand même itératif cette affaire, hein, parce que sans opérateur, sans client, vous ne fonctionnez pas, et vice-versa. Donc c'est le bon équilibre qu'il faut arriver à trouver.
qui que ce soit, quoi. Action Logement, les banques et la Banque des Territoires. Et de ce point de vue-là, la tension, elle est... Enfin, moi j'alerte parce que la tension, l'heure est grave, entre guillemets, quoi. Parce que là, on a des mots gentils, etc. Et tout. Alors, c'est pas pour être grossier ni quoi que ce soit, mais il faut aussi qu'on aille vite. Parce qu'à un moment donné, je pense que c'est le moment de se mobiliser. En période de crise, c'est pas pour se poser des questions, quoi. Parce que sinon, on fait tous ceinture et bretelles, on va attendre, on s'assoit, on dit bon, on va attendre que la crise passe, et puis on verra bien si après on arrive à financer du monde. Non. On est dans un dispositif aidé important. C'est certes pas la majeure partie de ce qu'on discute ici de la politique du logement de la France, mais néanmoins, on fait partie de la chaîne du logement. C'est un dispositif nouveau. On a besoin de s'acculturer, vous l'avez dit. Nous, on l'a vécu. Effectivement, on a un peu plus de banques qui travaillent avec nous que dans certains territoires. Mais bon, après, il y a aussi des cultures de territoire. Hein. On a souvent dit l'Ouest, c'est une culture d'accession, et un peu moins à l'Est, etc. Bon, bref. Mais au-delà de ça, c'était la question du temps. Je renvoie aussi à la Banque des Territoires. Alors, pardonnez-moi de vous alerter, mais au-delà même du zonage, qui parfois est un peu la doctrine que vous avez prise, que je regrette sur certains aspects, mais néanmoins, vous êtes un financier sur lequel on compte. Mais là aussi, c'est la rapidité, c'est la réaction. Moi, je vais vous donner des exemples aussi assez concrets. J'attends encore aujourd'hui des décisions qui sont censées être passées en comité d'engagement début novembre. On est, je ne sais pas combien là. Le 20, 21, j'ai toujours aucune nouvelle. Et le temps qui passe, une opération d'accession, ce n'est pas une opération de logement social. Donc il y a effectivement une histoire de culture. Désolé pour les... Pas désolé, mais les organismes locatifs ne travaillent pas exactement de la même manière. Une opération de promotion immobilière ne se travaille pas de la même manière. Donc là, j'alerte juste sur que tous, nous, on est au taquet sur plein de choses. La situation est compliquée, tendue pour financer les clients, mais aussi nos opérations. On oublie souvent le temps de préfinancement et on a besoin des banques là-dessus. Et les conditions sont aussi durcies de ce point de vue-là. Ça devient de plus en plus complexe. Nos fonds propres sont mobilisés ou alors on a besoin de recourir, les GFA, etc. La sortie des GFA aussi qui est importante parce qu'il faut bien qu'on récupère un bout de nos fonds propres pour pouvoir les remettre par ailleurs. Il ne faut pas gripper le système. Je pense que vous en avez tous conscience. Mais c'est vraiment important, j'insiste sur cette notion du temps, de la réactivité, de l'accélération. Ça monte à Paris, ok, il y a des comités d'engagement nationaux, il y a des choses comme ça. Il faut que ça redescende aussi vite que c'est monté, quoi. Parce que sinon, nous, on va avoir un vrai souci, quoi. Enfin, on l'a déjà, hein, pour vous résumer les choses. Merci. Le message est passé. Est-ce qu'une dernière personne veut témoigner, interroger, interpeller ? Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous, partenaires, d'être venus comme chaque année vous exprimer devant cette assemblée. Je vais tout de suite passer la parole à Renaud Père qui a un petit message, notamment logistique, à l'attention des adhérents du réseau. Non, mais d'abord, encore une fois, un immense merci pour cette dernière plénière qui était quand même extrêmement importante. On est venu vous chercher, mais sans les banques, sans Action Logement évidemment, sans les notaires, effectivement, la chaîne est rompue et donc on n'y arrivera pas. Donc c'est quand même, encore une fois, permettez-moi de vous remercier. Non, pour les adhérents et les partenaires, me semble-t-il, on vous donne rendez-vous à un cocktail à la Chapelle de la Trinité qui est au métro. Je donne tous les... Vous voyez, moi je... C'est vous le local, c'est soit le vélo, soit le tram, voilà. Le métro, mais c'est vous qui vélo, connaissez. Vous avez un superbe service de vélo en libre service. Bientôt, vous aurez les vélos électriques, mais bon. Vous avez des transports en commun efficaces et c'est à la station de métro Cordeliers sur la ligne A. Je vous laisse après vous diriger. Soit vous prenez le tramway jusqu'à Perrache et après le métro A, soit un bus, mais Barbara Bell ne voulait pas que je donne un seul chemin parce que vraisemblablement je vous induisais en erreur. Donc métro A, station Cordeliers, et c'est à quelques mètres et on est très heureux de vous recevoir à la Chapelle de la Trinité. Et les partenaires sont aussi invités. Merci. Merci beaucoup et à demain. Ah oui, demain 9h, je tiens à le dire, il faut qu'on commence à l'heure parce que c'est la matinée, après il y a les visites, donc il ne faudra pas qu'on prenne de retard. Merci beaucoup et bonne soirée.